Salut à tous et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Je suis Maxime et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de notre série d'été où on va parler du parcours de différents intervenants dans le secteur de la location courte durée. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Luc et Claudia de la société Kleidos. Bonjour Maxime. Bonjour. Je prononce bien, c'est Kleidos ou Kleidos? Kleidos. Kleidos. Alors, vous allez nous raconter juste après ce que vous faites dans la location courte durée, comment vous intervenez dans ce secteur-là. L'idée avec cette série d'été, c'est de vous partager des parcours qui, j'espère, vous inspireront, vous donneront des clés de réussite que eux ont réussi à trouver pour vous accompagner dans le développement de votre activité. Et surtout, moi, ce que j'aime bien avec les podcasts de ce genre, les épisodes que j'ai l'occasion d'écouter sur d'autres podcasts, c'est que je trouve toujours une source d'inspiration, même si je ne suis pas dans le même business exactement. Et il faut toujours s'inspirer des autres et de voir ce qui marche. Donc, je suis ravi de recevoir Luc et Claudia aujourd'hui parce que je sais qu'ils font des choses qui marchent. Donc, on aura le plaisir de partager tout ça. Juste avant de passer à notre épisode, je vous rappelle qu'il est important de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast, Deezer ou Spotify. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis pour nous, c'est aussi important que vous vous abonniez puisque comme ça, on remonte dans les algos. C'est un peu comme sur Airbnb et Booking. Si d'ailleurs, vous nous mettez une évaluation 5 étoiles, c'est comme sur les plateformes. Nous, ça nous fait remonter, on est plus visible et plus on est visible et plus on peut avoir des intervenants de qualité comme on a eu cette année, notamment avec la directrice générale de Booking.com. C'est grâce à vos évaluations, grâce à vos abonnements. On vous remercie sincèrement. Allez, maintenant on passe à l'épisode. Luc, Claudia, déjà pour commencer, comment allez-vous? Très bien. Très bien. Belle journée, il fait un peu chaud, mais on est très très bien. Bon. Aujourd'hui, je vous ai invité, vous avez répondu très chaleureusement à l'invitation du podcast du Triplex pour nous présenter votre activité, donc Kleidos. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous faites et où vous le faites? Tu démarres? Je démarre. Donc en fait, nous, on fait de la sous-location essentiellement, d'accord? D'accord. On est situé alors sur différentes parties de la France, notamment dans le nord, et ça va de Pont-Audemer, Rouen, Versailles, Disney, Château-Thierry, et on a même un petit truc dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, à Sainte-Maxime. Donc on est assez dispersés. Mais c'est un choix du fait Claudia habite dans l'est de Paris, moi dans l'ouest de Paris, ce qui nous permet d'être proches de nos «logements» entre Mm. guillemets, pour pouvoir intervenir. Et alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est la sous-location? Parce qu'on en entend, nous, on sait ce que c'est, mais on en entend souvent parler et je pense qu'il y a pas mal d'idées reçues là-dessus. Est-ce que toi, en quelques mots, tu peux nous pitcher ce que tu pitches peut-être à tes propriétaires, nous expliquer en très très Ah ça c'est rapidement? secret, c'est difficile de dire Ah, tout ce qu'on pitch à nos propriétaires. En fait, la sous-location, c'est de se laisser contacter par des propriétaires qui veulent louer un logement. Il faut que le logement corresponde, et l'idée en fait, c'est de louer nous le logement en Airbnb, d'accord? Et de le louer au propriétaire en lui garantissant un entretien parfait de son bien. D'accord? Et donc la différence, c'est qu'on va essayer de gagner de l'argent entre le loyer et les charges. Et il y a beaucoup de charges, d'accord? ouais. Entre l'électricité qui est très chère, la fibre, tout ça. Et ensuite, on doit vendre le logement Airbnb. Et c'est là qu'intervient en fait notre savoir-faire. On va transformer le logement, qu'on prend souvent des logements basiques, et on va le transformer pour le rendre totalement Airbnb. D'accord. Donc l'idée, c'est de faire une marge sur un loyer, Bien hein, sûr. pour reprendre très, très simplement, avec une vraie vision business. Nous, c'est pour ça, on aime bien parler de sous-location dans le podcast, parce que derrière, ça nécessite quand même une vraie gestion professionnelle de cet aspect. Tu peux pas faire ça à l'arrache parce que, in fine, tu as quand même ton loyer à payer. Tous les mois. Tout à fait. Et tu n'as pas cette notion quand tu es propriétaire, tu capitalises pas sur le bien que tu exploites finalement. Ah, c'est qu'un business. C'est qu'un business. C'est pas du patrimonial. Donc c'est pour ça, nous, des fois, on fait cette petite comparaison à se dire un propriétaire qui performe pas,
qui paye juste ses charges, il a quand même un bonus à long terme, c'est la capitalisation de son bien, tu vois. Alors Mmh. qu'en sous-loc, tu es quand même, si tu fais pas de marge, bon, il y a un moment, Ah bah, tu tu arrêtes fermes. le logement. Voilà, c'est ça. Tout à Donc fait. il y a quand même un aspect, c'est une vraie entreprise, plus que juste une exploitation de biens en location. C'est qu'une Euh, entreprise même. C'est qu'une entreprise. C'est vraiment une entreprise à part entière. Avant de rentrer dans le détail, je me suis noté d'aborder un petit côté un peu perso, mais est-ce que vous pouvez nous parler de vos parcours respectifs et ce qui vous ont amené, comment ils vous ont amené à vous associer pour créer Kleidos? Oui, alors, donc moi, j'ai j'ai 46 ans, je suis d'origine italienne. Heu, je suis en France depuis 20 ans et j'ai eu une assez longue carrière en France en tant que commerciale, puis directrice commerciale dans une société qui commercialisait du mobilier de laboratoire et dans ces cadres-là, j'ai connu Luc qui était mon client, en fait, il était plus ou moins dans le même domaine, donc moi j'étais son fournisseur et en discutant, étant donné qu'on était tous les 2 investisseurs immobiliers, en discutant d'une chose d'une autre, de l'évolution de l'immobilier, de l'évolution de la location courte durée, on s'y intéressait, ben, on a eu envie de, créer une société tous les 2. Au début, on était vraiment partis sur la conciergerie et puis on en parlera, on a évolué plus sur location et voilà, c'est un peu l'histoire. On a ouvert la société en 2020. D'accord. Donc, et toi, donc Luc, tu étais client Alors moi, dans... en fait, moi, j'avais une société, avec mon frère où on vendait du matériel médical. Entre autres, c'est un des départements. En Et Claudia, en fait, était l'un de mes fournisseurs privilégiés parce qu'on fournissait des laboratoires, donc pour tout ce qui était armoire, paillasse, des choses comme ça, où on installait certains clients en plus de l'équipement. Et puis, donc c'est pour ça qu'on s'est connus, on s'est appréciés. J'ai apprécié surtout sa qualité de travail. Et puis petit à petit, on est devenus amis et puis automatiquement, les choses se sont enchaînées. Moi, je suis arrivé à un moment de ma carrière après 37 années passées dans le laboratoire où j'avais envie de faire autre chose. J'ai découvert, moi, un tout petit peu la location courte durée avec une maison que j'ai dans le sud, que je mettais en location courte durée à travers une conciergerie. Je me suis rendu compte que c'était assez intéressant et donc on en a parlé avec Claudia et puis on s'est dit, vu qu'on était tous les 2 investisseurs immobiliers, qu'on avait des biens, bah, pourquoi pas se lancer, essayer. On a bien travaillé le dossier, on a avec des bonnes idées sur, les perspectives et puis en mars 2023, on a ouvert la boîte. Ok. Et le nom Kleidos, il vient d'où? Alors, on a cherché beaucoup, beaucoup, quand on cherchait les noms, voilà, on voulait donner une idée de location courte durée, Airbnb, maison, donc on a cherché et puis on voulait s'orienter sur, des traductions soit en latin, soit en grec et puis finalement on a trouvé que kleidos, en grec ça veut dire clé, en grec ancien et donc on a choisi ces noms, ça nous a plu et depuis en fait, on se sert du grec ancien pour donner les noms à tous nos appartements. Donc tous nos appartements ont des noms, grecs anciens qui sont en lien un petit peu avec l'esprit de l'appartement, son environnement. Par exemple ici, nous sommes dans l'appartement Agora, c'est un appartement qui est en centre-ville et donc on a voulu l'appeler et on Agora, la s'inspire de foule. la mythologie, Ok. c'est Ah, c'est hyper intéressant. Alors, on pourra parler comme ça de positionnement, hein, parce que tu vois, c'est dans la lignée. Et nous, c'est un des tips hein, qu'on donne à nos clients hein, quand ils prennent un site de réservation et tout, c'est d'avoir une marque et d'avoir des déclinaisons pour les noms des logements. Ça permet, notamment quand on fait de la réservation en direct, d'être tout à fait. retrouvé plus facilement. Euh, donc, dans ce parcours-là, vous avez commencé par la conciergerie. C'est bien ça. Pourquoi d'abord la conciergerie avant la sous-loc? Heu, alors, en fait, quand on a décidé, bah, effectivement la conciergerie, ça nous a paru un choix plus évident parce que, il y avait moins d'investissement et parce que c'était un peu ça qui était mis en avant dans notre formation. Nous, on a commencé en se formant, on s'est formé, heu, d'abord en France et puis très vite, on a vu que c'était un métier qui est
qui était vraiment un métier d'hospitalité. Donc, on voulait avoir une vision plus globale. Donc, on s'est formé en Italie et aussi dans l'idée d'une vision globale et des projets qu'on a futurs pour notre société. Euh, donc, on a démarré avec la conciergerie, on a trouvé tout de suite un bien en conciergerie et tout de suite un bien en location. Donc, en fait, les deux se sont faits pratiquement au même moment et, et on a très vite basculé sur la location. Ok. Très, très vite. Dès la première expérience, on s'est rendu compte que la conciergerie avait ses avantages, mais pour nous, avait plus d'inconvénients que d'avantages. Du coup, tu disais que le modèle de sous-location était plus intéressant finalement que le modèle de conciergerie. Ça a été quoi les limites du modèle de la conciergerie du coup pour vous? Alors en fait, on s'est rendu compte que en fait, notre standard de qualité était limité par la vision et aussi les capacités d'investissement du propriétaire. Donc, si le propriétaire n'avait pas la même vision que nous par rapport à ce métier qui est un métier d'hospitalité et de qualité avant tout vis-à-vis du voyageur, parce que finalement, c'est le voyageur qui laisse, qui paye et qui laisse la note et le commentaire. En fait, on était limité. Nous, on était des propriétaires, un propriétaire notamment, qui ne voulait pas changer l'aspirateur. L'aspirateur ne marchait plus et ne voulait pas le changer. Et donc, c'était problématique parce que sans aspirateur, c'est compliqué de faire le ménage. Sans un ménage bien fait, le voyageur n'est pas content. Et du coup, on s'est vite rendu compte que c'était pas possible pour nous. Puis, j'avoue, j'ai une patience qui est pas, je suis un peu limitée dans ma patience. J'ai aucune. On Euh, ne fera pas de clichés sur les Italiennes, promis, dans cet épisode. je suis pas jalouse, mais j'ai pas de patience. Voilà. Mais voilà, du coup, c'était compliqué de gérer une envie que nous, on avait de performer, d'être vraiment bon, de viser l'excellence avec un propriétaire qui avait des limites qui parfois pouvaient être compréhensibles, même d'investissement. Nous, on avait la chance d'avoir la capacité financière avec des fonds propres, de pouvoir investir dans des appartements pour pouvoir les améliorer. Ce qui est un peu la base de la sous-location. Pas tout le temps, on peut trouver des appartements qui sont déjà parfaits, mais en général, c'est rare. Il y a quand même des améliorations à faire. Et nous, en tout cas, les premiers qu'on a pris avaient besoin de beaucoup d'améliorations. On avait la chance de pouvoir les faire sans demander des prêts à la banque. Et donc, on s'est lancé là-dedans et on est maître de nos choix. On fait le mauvais choix et ça arrive et ça arrivera encore. On apprend les responsabilités. C'est uniquement notre faute. Et on peut mettre en place les mesures correctives. Voilà, ça nous rend complètement maîtres et indépendants dans notre business. Bien que, comme tu disais tout à l'heure, comme disait Luc, bah, au début du mois, nous, au premier du mois, on sait qu'on a une charge des loyers qui est importante, les EDF, l'Internet, tous les abonnements qui sont pour nous. Donc, effectivement, c'est un risque, mais je dors beaucoup mieux avec ce risque qu'avec un propriétaire qui ne veut pas changer l'aspirateur. Pour moi, Ok. c'est évident. Donc, en fait, le côté de dépendance vis-à-vis du propriétaire pour le maintien en bon état des logements, c'est ça qui vous a fait switcher finalement vers la sous-loc pour avoir plus la main, quoi. Oui, oui, Pas que parce ça, que, en enfin, fait. oui, Ouais, non, parce que, vas-y. enfin, En fait, il n'y a pas ouais, que non, ça. C'est que vas-y. nous, en fait, on a eu vraiment une idée à long terme sur la société. On sait exactement où on veut aller. Et le problème, et je félicite les conciergeries de le faire, c'est qu'il y a une fragilité en fait dans la conciergerie, c'est que le propriétaire peut décider d'arrêter quasiment quand il veut, c'est-à-dire que la vision elle est quasiment à 1 an. Nous on fait des contrats avec nos propriétaires, on fait des contrats de minimum 5 ans, c'est-à-dire qu'on s'engage, on s'engage pas, mais disons qu'on prend l'appartement en location pendant 4 ans et si ça marche, on a une vision sur 5 ans automatiquement. Et vu les montants qu'on investit à chaque fois dans les appartements, puisqu'en fait, on a des budgets assez importants pour mettre en valeur l'appartement, qui vont de 3 000 à 6 000, 7 000 euros, il faut qu'on ait une vision à long terme. Et même par rapport à la société, on a une vision à court, moyen, long terme et des objectifs précis. En fait, l'objectif est toujours le même. La seule chose qui évolue au fur et à mesure du temps, c'est le chemin qu'on prend pour y arriver.
Ça, on l'adapte, on le modifie. Et c'est pour ça qu'on est passé beaucoup plus en sous-location qu'en conciergerie. Mais on sait maintenant ce qu'on cherche en conciergerie. Donc, c'est pas pour ça, c'est pas qu'on a arrêté la conciergerie. C'est que ce qu'on veut en conciergerie est beaucoup plus difficile à trouver. Et on est beaucoup plus sélectif. C'est pour ça. Mais conciergerie, on n'arrête pas parce qu'on a enfin, on sait faire. Ce qu'on fait tous les jours, c'est de la conciergerie, mais c'est pour nos biens. Ouais, vous avez plus de liberté finalement, quoique même en conciergerie, en fait, quand vous avez 100% la confiance du propriétaire, vous pourriez appliquer les mêmes stratégies que ce que vous faites pour vos sous-locations finalement. C'est certain. Ah Le oui. problème, c'est que nous, on n'a pas eu la chance. On n'a jamais eu aujourd'hui un propriétaire qui nous faisait 100% confiance et du moins qui était capable de mettre les moyens que nous, on met pour réussir. Que ce soit en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de disponibilité et en termes d'argent aussi. Puisque Mm. aujourd'hui, sur Airbnb, c'est dur de ressortir. Il faut être bon. Il faut être bon. Il faut accepter d'évoluer. Il faut accepter de changer par moment. Et si le propriétaire dit, moi, ma maison, elle est très bien comme elle est, et comme dit Claudia tout à l'heure, je suis même pas prêt à changer un aspirateur, bah, c'est autre chose, quoi. Ouais, je pense que c'est une des principales difficultés des conciergeries. D'ailleurs, s'il y en a qui Hum, nous écoutent, n'hésitez pas à mettre en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, si vous avez rencontré des difficultés similaires. Parce que moi, c'est pas la première fois que j'entends ça, de dire euh, j'ai le propriétaire changé l'aspi, changé les draps, le matelas est mort. Alors Oui. t'entends bien que ça tombe peut-être pas bien pour lui, mais il y a un moment où en fait, s'il veut gérer sa location courte durée et performer, il faut pouvoir écouter aussi sa conciergerie. Et là où je trouve que c'est à double tranchant, c'est que la conciergerie, elle se retrouve pieds et poings liés parce qu'elle se rémunère sur une commission par rapport au chiffre d'affaires qui est réalisé. Le propriétaire n'écoute pas forcément les recommandations, donc ce chiffre d'affaires n'augmente pas, et le logement finalement il ne devient plus forcément intéressant pour la conciergerie, qui va peut-être le délaisser au profit des produits les plus performants, Exactement. le conserver parce qu'il y a toujours un petit peu de marge à faire, et finalement c'est un logement qui va mourir, quoi. Enfin, Ouais. qui est destiné à pas performer, qui va sous-performer, et c'est comme ça qu'on en vient à être dans un cercle vicieux où tout le monde y perd, le propriétaire, la conciergerie, le voyageur, et du coup on n'est pas dans un cercle vertueux de performance, quoi. C'est pour ça, des fois, moi, je pose la question à des conciergeries de se dire, mais est-ce que finalement, vous pourriez pas, en plus de la commission, prendre un forfait d'exploitation chaque mois pour dire, en fait, ça oblige le propriétaire à se dire, je suis obligé de performer parce que sinon, je peux même pas payer la conciergerie. tout à fait. C'est une vision qui est vraiment bonne, c'est de se dire qu'il faut prendre plus. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de nouvelles conciergeries qui sont arrivées sur le marché, qui étaient prêtes à prendre, on en voit certains à 15% de marge, enfin, qui prennent 15% de commission. Euh, En France, déjà, tu peux pas vivre, une société peut pas vivre avec 15% de commission, c'est pas possible. C'est impossible. Avec toutes les charges, les taxes, tout ça, c'est impossible. Donc, en fait, on est obligé de monter. Et par exemple, quand on parle de quelqu'un qui prend 30-35%, ce qui est un standard en Italie, hein, Mm. 35% de commission pour une conciergerie, c'est le standard en Italie. Sachant que nous, on s'intéresse beaucoup à l'Italie aussi. Euh, En France, quand on est arrivé sur le marché, c'était du 18%, vous voyez. Nous, on a commencé à 25%. Et on ne descendra jamais en dessous de 25%. Et aujourd'hui, tu as plein de conciergeries qui arrêtent parce qu'elles n'ont pas le choix. Et toutes celles qui Ouais. continuent, elles sont à 25, elles prennent que les beaux biens. Et les autres biens, en fait, il y a des biens, ils sont faits pour être gérés par les propriétaires eux-mêmes, parce que soit ça ne rapporte pas assez, soit ils ne mettent pas le paquet. Et quand un beau bien existe, là, les conciergeries sont intéressantes. Mais sur un petit bien, pourquoi prendre une conciergerie, même à la limite? Oui, c'est ça, sur un studio. Mais nous, là, c'est ce qu'on constate quand même, hein, dans le secteur, c'est de se dire les T1, T2, donc Mhm. studio et une chambre, finalement, il y a un désintérêt des conciergeries parce que en termes de revenus, c'est pas suffisant. Ça prend beaucoup de temps Mentalement. pour aller même s'en occuper, tu vois, les ménages et tout. En fait, tu vas te déplacer pour aller nettoyer. C'est intéressant pour une conciergerie. Si tu vas être dans un immeuble qui va y avoir 15 studios, là, tu te dis, bon, si j'en ai 15 à faire d'un coup, en fait, je peux y retrouver mon intérêt. Mais si je dois avoir 10 minutes de déplacement entre chaque studio, déjà, j'ai bouffé la marge. Donc, on constate ça, nous, il y a beaucoup, beaucoup, et qui vont dire, bah non, je vais me spécialiser dans le T3, villa, beaucoup la villa, hein, les biens premium, hein. Et c'est là où tu retrouves la notion véridique, et originelle de
ce conciergerie, métier. c'est-à-dire j'apporte un service et donc du coup, je vais être plus là pour les clients aussi. C'est-à-dire que sur un studio, quand tu parles de 15%, la conciergerie, elle n'est même pas là pour le client. Ça va être 100% digital, voire de l'IA qui va tout gérer et le client, il est tout seul, quoi. Non, puis il y a une réalité économique qui fait que 25% c'est fixe. Par contre, le chiffre d'affaires est variable. 25% sur 1800 euros, c'est pas grand-chose. Ça fait pas vivre une société. Peut-être un auto-entrepreneur, ça peut lui suffire. Mais enfin, en dessous de 4000 par mois, nous, on regarde même pas si ça nous intéresse. Mm. Parce que vu ce que ça coûte en énergie, en charge mentale, il faut que ça soit vraiment rentable. Et surtout, on fait tout ça en comparaison du temps qu'on passe pour nos sous-locations, qui, elles, sont vraiment rentables. Donc, Ouais, conciergerie, ok. la grosse différence entre une conciergerie, enfin une prestation de conciergerie et une sous-loc, bon, tu as quand même un investissement initial qui est important en sous-loc que tu vas pas forcément avoir en conciergerie. Il faut le considérer. Par contre, tu as beaucoup plus de variables, c'est-à-dire que tu connais toutes tes charges, tu sais à quel moment, où est ton point mort, et après, tout le reste, c'est de la marge pour toi. Par exemple, je sais pas moi, ta sous-loc, elle te coûte 1500 euros, tu vas faire 2500 euros ou 3500 euros de chiffre d'affaires, tout est pour toi, le supplément. Tandis en conciergerie, aller de 2500 à 3500 euros, les 1000 euros de plus, en fait, ils vont te rapporter 250 euros. Et pour l'énergie que tu vas y passer pour aller chercher cette performance, qui est une surperformance, elle n'est pas récompensée finalement assez. Donc il y a un vrai sujet. C'est le modèle économique même des conciergeries qui est peut-être, comme tu le dis, qu'on souhaite dans votre à zone. revoir. Parce que c'est une activité de volume finalement, si tu veux performer. Oui. Ouais, Sauf mais que c'est pas volume facile. veut dire aussi Employé. beaucoup de questions. Un voyageur qui soit dans une villa ou dans un studio, il posera toujours la question, je ne trouve pas le savon, je n'ai pas ci, où est le restaurant? Et le nombre de questions sera le même, plus ou moins. Donc, le temps passé pour le studio et la villa ou les T3 est plus ou moins le même, la charge mentale est presque la même, avec un gain de 25% sur des chiffres qui sont très différents. Donc, c'est le modèle économique d'une conciergerie sur un studio. Moi, je les admire. Hein. Bon courage. Vraiment, je les admire parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Après, le gros avantage de la conciergerie, contrairement à la sous-location, c'est cet investissement initial qui est... Mais après, quand on fait de la conciergerie et de la sous-location, alors vous êtes très éclaté, donc vous avez des équipes qui sont peut-être aussi très indépendantes, mais pour une conciergerie ou une société de sous-loc qui va être implantée dans une seule ville, il va y avoir la nécessité quand même d'investir dans des locaux, dans du matériel, tu vois, pour la blanchisserie, des choses comme ça, pour optimiser aussi ses coûts peut-être. Oui, ça aussi, nous c'est un peu différent. Comme on a différents pôles, on a 7 ou 8 équipes que l'on gère et c'est pas partout les mêmes fonctionnements. Il y en a qui font le linge et le ménage, il y en a qui font que le ménage et on passe les linges à une blanchisserie. On a moins cette nécessité d'optimiser, comme tu disais tout à l'heure, les déplacements. On a beaucoup moins cette nécessité. On raisonne d'une façon un peu différente. Mais quand même, on essaye de trouver, même au sein de la même ville, on essaie de ne pas s'éparpiller du nord du sud au nord parce que quand même, c'est bien de réduire le nombre d'équipes qui travaillent sur les appartements. Sur Rouen, par exemple, dans un immeuble, on en a 2 et l'autre appartement est à 200 mètres. Donc la femme de ménage, même si elle a les 3 à faire dans la journée, c'est faisable. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de gros déplacements. Quoi. Donc c'est assez gérable. Par rapport à ça, on essaie d'avoir une stratégie logique. Quoi. Et aujourd'hui, vous avez combien de logements que vous exploitez? 20 en sous-location. 20 en sous-loc. Et tu disais 5, 6, 10 villes? En fait, aujourd'hui, on est dans plusieurs villes, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Pont-de-Mer, Rouen, Versailles. Et là, les axes de développement prioritaires pour nous, c'est vraiment Disney-Versailles, pour des raisons, parce qu'il y a une clientèle business, une clientèle touristique, donc ça allie les deux. Rouen est intéressant, mais Rouen a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de Airbnb et beaucoup d'Airbnb de qualité. C'est-à-dire des gens très compétents en Rouen, bossent bien.
Et c'est pas là où il y a le plus d'argent à se faire en termes de prix de la nuitée et en termes de taux de remplissage. Donc on essaye d'être le meilleur là où c'est le plus difficile d'être le meilleur. Donc c'est Disney, Versailles, parce qu'il y a du monde, mais il y a tellement de monde qui vient à Versailles et à Disney qu'on peut quand même prendre des très très belles réservations. Ok. Donc vous avez une stratégie quand même qui est très claire aussi dans le ciblage des biens que vous visez. C'est j'ai une zone qui allie à la fois rentabilité et taux d'occupation. D'ailleurs, on a enregistré un épisode il n'y a pas longtemps, c'était hyper intéressant sur l'analyse des KPI et de se dire d'avoir un taux d'occupation fort, c'est intéressant. Mais si tu as des tarifs à la nuitée qui sont bas, ça sert à rien. Et inversement, si tu as un panier moyen hyper élevé avec un taux d'occupation qui est faible, c'est inintéressant. Donc en fait, il faut voir ces deux indicateurs et qui soient au maximum de leur performance chacun pour avoir un chiffre d'affaires qui est le plus haut possible. C'est Nicolas d'Automatic BNB justement qui présente ça. Il dit mon chiffre d'affaires c'est le tarif moyen à la nuitée multiplié par mon taux d'occupation et ça fait mon chiffre d'affaires. Voilà. Et donc du coup c'est important d'avoir cette vision sur ces deux indicateurs. Et du coup en termes de biens vous ciblez forcément des grands biens ou comme vous êtes en sous-log vous pouvez aller aussi sur des petits. Alors, on a démarré avec des petits, un peu pour... en fait, c'était une prise de risque inférieure par rapport à l'investissement, parce que forcément, comme on les aménage, on les change pas mal, bah, plus c'est petit, moins c'est cher, donc la prise de risque était moindre. Donc, on a commencé par des studios et des T2. Et très vite, on s'est rendu compte que, bon, en fonction des zones, mais quand même que les T3 et les T4, T4 maisons, fonctionnait quand même très très bien. Et en fait, ce n'est pas la dimension du bien qui fait la rentabilité, c'est son emplacement. Ça, c'est primordial. Donc aujourd'hui, on est ouvert à tout bien et plutôt à des biens à partir du T3, voire T4, voire maison. On est vraiment ouvert même à ça en sous-location, du moment où ça correspond à nos critères en termes d'emplacement. Et en fait, il y a toute une étude de marketing sur les territoires et sur l'identikit du client que nous voulons attirer et qui peut être attiré par cette zone. Et évidemment, une négociation possible avec les propriétaires. Hein, bien sûr, il y a une notion des loyers. Nous ne sommes pas partisans de moi j'ai fait de l'argent avec cet appartement, je paye mon loyer plus cher. Non. Un dentiste loue un appartement pour faire son business dedans. Le propriétaire ne va pas lui demander forcément de payer plus parce qu'il utilise son appartement pour ouvrir son cabinet. Nous, c'est pareil. C'est des appartements. Les gens vont dormir dedans, mais ça reste pour nous des unités de production. Donc, il n'y a pas des notions. Je paye plus. On fournit des garanties qui sont très importantes. Un entretien impeccable de l'appartement et un loyer garanti. Donc, c'est beaucoup. Donc, une fois que toutes les cases les étoiles sont alignées, on va dire, loyer, emplacement, état de l'appartement, voilà, c'est parti. Donc, on devient de plus en plus exigeant aussi sur le choix de nos appartements. Et du coup, derrière, ça se retranscrit sur vos annonces, le produit que vous allez proposer. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous performez sur les plateformes ? Alors, nous, en fait, il y a toute une réflexion sur chaque appartement. Comme disait Claudia, chaque appartement a une unité de production. Donc, on va adapter l'appartement en fonction de la clientèle qu'on cible. C'est-à-dire que le but, c'est de se positionner par rapport à une clientèle. En fait, ça fait vraiment partie de tout ce qu'on fait en staging touristique, dont on pourra parler plus tard, où il y a vraiment une étude de chaque bien. Et donc, pour performer, on va commencer déjà par déterminer le style d'appartement qu'on veut faire, sachant qu'on ne fait pas d'appartement à thème. Mais ça, c'est un choix réel, parce qu'on veut éviter les une nuit.
donc on évite les appartements à thème. On veut faire plutôt des séjours assez longs. On essaie de faire quelque chose qui est, je dirais pas original, mais il faut que ça surprenne dans le défilé de photos sur les plateformes. Ouais, On faut ne que ça cherche se pas vraiment à démarque. être original, il faut que ça se démarque, mais sans vouloir être original absolument. Ensuite, on va pas. Le but, c'est pas une course à l'ego de se dire on a le plus bel appart, même si on pourra peut-être en parler après. On a quand même le plus bel appartement de France en City Trip, mais ça on pourra en parler après parce on a C'est gagné ça, un prix. on va parler de votre prix que vous avez Notre reçu prix, pour ça. on était très surpris, mais on était très contents. Mais non, il y a vraiment une réflexion. Et après, il y a tout l'aspect tarification. Donc nous, par exemple, on travaille avec Pricelab au niveau tarification, qui en fait pour nous c'est un support pour déterminer nos stratégies prix. C'est-à-dire que ça soit le prix de la nuitée, mais surtout la durée de séjour, le type de remise qu'on fait en fonction du nombre de nuits où va rester le client, d'être présent au maximum, mais de ne pas vendre une nuit, mais d'être visible quand même pour une nuit, mais qu'on soit pris uniquement pour 2, 3 nuits. Et avec un objectif précis, nous, c'est d'être toujours à 85-95% de taux d'occupation sur nos appartements toute l'année. D'accord. Et ça, on y arrive, sauf pour un logement. Mais bon, c'est comme ça arrive. Mais sinon, on arrive à ça. Et comme tu disais tout à l'heure, on a en plus une obligation, nous, de réelle rentabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de vendre très peu cher un logement tout le mois. On peut faire des nuits pas chères. Une fois qu'on a rempli, qu'on a atteint enfin, notre objectif minimum, on peut faire des nuits pas chères. Mais est-ce qu'on a vraiment intérêt à le faire? On y réfléchit. Est-ce que c'est une période haute? On va vendre la nuit orpheline. C'est une période très basse, on ne va pas vraiment la baisser parce que c'est pour vendre une nuit à 60 euros, 70 euros. Vu la qualité des biens qu'on propose, avec le risque de prendre une mauvaise note parce qu'on tombe sur quelqu'un qui on ne prend pas le risque. Donc, dans ce cas-là, en fait, comme tu disais tout à l'heure, il y a vraiment un équilibre à trouver. Avec nous, une exigence qui est quand même très élevée par rapport au taux d'occupation, mais surtout à des prix élevés. En fait, tout est lié. En fait, on fait une espèce de cercle, pas de cercle, mais de chaîne qui nous mène à pouvoir arriver à vendre à un bon prix et à remplir énormément. Ok. Donc ça, c'est nos votre concurrents qui nous stratégie, aident. c'est d'avoir des logements qui se démarquent, Oui, d'avoir le prix toujours adapté par rapport à mais adapté à la fois au marché, mais aussi à votre stratégie de remplissage. complètement. Et, C'est très compliqué. Hein. C'est le plus compliqué, c'est d'être toujours bien au niveau tarification. De trouver le juste milieu. Tu es sûr que tu vas louer à ce prix-là et qu'en plus tu gagnes de l'argent. C'est le plus dur à trouver. Et du coup, tu es en pilotage. Tu n'es pas en pilotage automatique sur ça. Tu t'appuies sur les données complètement. Mais tous les jours, tu vas peut-être intervenir, vérifier. Bah, tu vois, nous, c'est ce qu'on... Quand on fait une critique sur le métier de conciergerie, aujourd'hui, hein, ça c'est une critique ouverte qu'on fait, c'est de se dire, les conciergeries sont tellement focus sur la gestion opérationnelle des ménages, des clients, des choses comme ça, qu'on trouve que beaucoup passent à côté de cette optimisation tarifaire, qui est pourtant ce qui leur permettrait de dégager plus de marge, de remplir plus et peut-être d'avoir besoin de moins de logements. Et donc, du coup, comme tu disais, de réduire la charge mentale, réduire les relations avec les propriétaires. Il y en a beaucoup qui vont faire beaucoup de volume comme ils prennent des commissions, tu vois, ils n'ont pas de charge fixe. Si c'est pas loué, il n'y a pas de charge quasiment. Ouais. Donc ils vont faire du volume et quand tu arrives en pic saisonnier, se retrouvent avec un nombre de logements qu'ils n'arriveront pas à gérer parce qu'ils sont sous-staffés par rapport au parc qu'ils sont censés pouvoir exploiter. C'est un métier, mais la conciergerie est un métier extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Nous, on les admire, hein. On les admire vraiment. Quand tu fais que de la conciergerie, c'est beaucoup de résilience. Moi, je suis très admiratif par les personnes qui font ça. Nous, on en connaît certaines. On a eu la chance de rencontrer certains avec qui on a discuté. C'était des gens exceptionnels. Voilà, on a rencontré Sissoko Conciergerie, par exemple, qui est quelqu'un vraiment exceptionnel. La personne a une conciergerie qui est à Reims, le Carent. Le type a vraiment aussi un état d'esprit exceptionnel d'entrepreneur. Après, on ne les connaît pas toutes, mais moi, je suis admiratif de la façon dont ils travaillent. En fait, nous, on fait la même chose, mais différent. Ah ouais, c'est 100 biens. Le Carène, je crois que c'est 100 biens, 120 biens. Chose comme ça. Donc, puis des beaux biens. Fabien, c'est ça? Fabien, oui. Ouais. On a eu l'occasion de le recevoir dans le podcast. Nous, on a pris son bail, par exemple, au niveau gestion, on a fait l'option de son système CosySmart qui permet de réguler les chauffages. Parce que les chauffages, c'est un poste où tu
peut exploser la rentabilité de ton logement pendant 3 mois l'hiver, ou 4 mois, même, pour si tu veux. Donc, tout Surtout, ça, ouais, ça, c'est un des aspects qu'on oublie beaucoup quand on choisit son mode d'exploitation de logement. Pour les propriétaires qui nous écoutent, qui se disent j'hésite entre de la location meublée classique ou nue et la location courte durée. Certes, la location courte durée dégage beaucoup plus de chiffre d'affaires, de loyer, mais derrière, toutes les charges sont à destination du propriétaire ou de l'exploitant en sous-loc. Ou de l'exploitant. Et on a des charges qui n'ont rien à voir avec une location classique, c'est-à-dire un studio qui prendrait, je sais pas moi, 50 € d'électricité par mois. Quand on a des voyageurs, bizarrement, ça double. Bizarrement, ouais. Ça double, triple. Oui. On arrive dans l'appartement et c'est le 15 mai et le radiateur est à 30. Et là, on est un peu dégoûté. Sans parler du fait que tu as la taxe d'habitation à payer. Bon, il y a des systèmes il y a des moyens de les éviter qui sont pas très, qui sont un peu limites, qui sont compliqués à faire passer dans le temps. Mais maintenant, tu payes la CVE et la taxe d'habitation. Ça a été validé il y a quelques jours. Donc tout ça, c'est à considérer aussi quand tu fais de la location courte durée. Ouais, il vaut mieux louer, franchement, il vaut mieux louer à Clédos. Comme ça, tu payes pas de taxe d'habitation, tu as un appartement qui est entretenu. C'est une chance en fait. Ouais, après, tiens, c'est une super question pour vous. C'est qui votre cible de propriétaire? Parce que là, tu dis, plutôt que faire de la location courte durée, loue-le-nous à nous. Moi, dans ma vision, c'est celui qui est prêt à faire de la location courte durée. C'est quelqu'un qui va se remonter les manches et qui va gérer son business et qui a une vision de rendement plus que de patrimonial. Tu vois, il va aller chercher du rendement en plus. Alors que dans mon idée, quelqu'un qui va souscrire, on va appeler ça comme ça, à une offre de sous-location qui va passer par vous, il va pas forcément aller chercher ce surplus de rendement. Et plutôt être dans une vision très patrimoniale, c'est-à-dire une sécurisation des revenus qui vont payer son investissement et un entretien de son bien. Bon, en quelques secondes, Claudia peut te raconter l'exemple de Thomas avec les 3 appartements qu'on a. C'est un exemple vraiment typique du type de propriétaire en fait qui sont intéressés par Clédos. Oui, c'est parmi la cible des propriétaires. Après, c'est malgré eux comme cible. C'est des propriétaires qui ont été un peu, qui ont subi les conséquences des mauvais payeurs, des locataires, des mauvais locataires qui ne payent pas et qui partent pas. Et qui surtout laisse l'appartement dans un état immonde. Nous, on a un propriétaire à qui on loue 3 appartements ici à Disney, 2 appartements et une maison. Et lui, un de ces appartements était avant loué par une locataire qui, à un moment, avait vu une araignée dans la cuisine. Elle avait eu peur de l'araignée. Elle a fermé la cuisine. Elle n'a plus jamais mis les pieds dans la cuisine pendant, je crois, 1 an. Et elle a arrêté de payer son loyer. Et quand enfin il a réussi à la faire sortir et qu'il a ouvert la cuisine, mais il n'y avait plus qu'une araignée, il y avait beaucoup de monde dans la cuisine. Elle avait laissé toute la nourriture dans les placards, donc il a dû tout démonter. C'était affreux ce qu'il a trouvé. Et bon, c'est un peu là où nous sommes quand même dans les hauts du panier de la mauvaise expérience. Mais c'est vrai que ces personnes-là qui ont eu des mauvaises expériences avec des locataires, forcément, la sécurité du paiement et de l'entretien du logement, c'est un argument qui fait mouche quand même dans leur cœur parce qu'ils ont été brûlés quand même. Et après, il y a aussi des investisseurs qui peuvent quand même y trouver leur compte même en cash flow et pas qu'en patrimonial, qui simplement ont envie, et nous c'est quand même beaucoup notre cible, qui achètent un immeuble au bon endroit et qui même peuvent nous consulter avant pour qu'on les accompagne dans cette démarche, pour leur dire voilà, si toi tu prends cet immeuble dans cette ville, dans ces coins et qu'on travaille ensemble, nous, on est prêt à prendre, par exemple, en location tous les appartements de l'immeuble. Ou te suggérer, voilà, on en prend une partie et tu sécurises dans un autre sens avec un autre type de location, un autre type d'exploitation. Ok. Alors, attends. Tu avais eu un souci de micro, Luc? Ah mon Dieu. Là, ça fonctionne?
Oui, Ouais. c'est bon. Donc là, oui, en fait, aujourd'hui, on est contacté, nous, par des propriétaires, grâce au site qu'on a fait, avec Macomimo, entre autres. Et on dit plus souvent non que oui. Puisqu'en fait, maintenant, avec 2 ans et demi d'expérience, on sait exactement ce qu'on veut. Donc, en fait, on sélectionne pas un propriétaire, c'est un propriétaire qui va nous proposer un bien, et le bien va nous correspondre, va nous convenir ou pas. Et après, nos conditions doivent convenir aussi au propriétaire, puisqu'on est très exigeant, dans le sens où on demande des loyers gratuits, on a beaucoup de choses. Et en contrepartie, on ne laisse aucun dépôt de garantie, puisqu'en fait, dans la configuration du contrat qu'on propose, ça ne se justifie pas. Donc après, il faut qu'ils acceptent, mais on est très très exigeant parce que c'est la seule façon d'être rentable, puisque nous, on va mettre de l'argent dans l'appartement. Donc si on donne de l'argent au propriétaire pour une caution, c'est de l'argent qu'on ne met pas dans l'appartement, donc c'est une perte de rentabilité pour nous. Donc tout est pour ça qu'on dit plus souvent non aujourd'hui que oui à des propriétaires. Et est-ce que c'est pas un frein justement pour certains propriétaires, cet engagement sur une longue durée? Bah, si c'est en fait, chacun est Si c'est un libre frein, toi, de. Voilà. Ah non, on ne tu dis que change c'est pas. pas le bon. Nous, c'est simple. Bah, c'est pas ça, c'est que nous, on a besoin d'investir dans l'appartement et faut qu'on le raisonne sur 5 ans. On ne peut pas faire un amortissement d'investissement sur un an. S'ils cherchent, pour un an, il y en a un peut-être qui accepte pour un an, faut qu'ils aient travaillé avec d'autres personnes, quoi. C'est comme il y a des gens qui font de la sous-location et qui disent, nous, on vous propose un loyer, c'est 400, 500 euros plus cher. Nous, on ne fait pas ça. D'ailleurs, tous ceux qui font ça, en général, gardent l'appartement 4, 5, 6 mois, et ils arrêtent parce qu'ils n'arrivent pas à le comptabiliser. Oui, c'est ça, tu as raison. Et puis après, tu as un prix de marché. Mais c'est une vraie exploitation, un peu comme un restaurant ferait. Hein. Un restaurant, souvent, tu as beaucoup de restos qui sont locataires, hein, qui ne sont pas propriétaires de leur mur. Tous les hôtels accords. Tous les hôtels accords. Ah oui, accord, ouais. C'est un épisode que j'invite vraiment à écouter si vous ne l'avez pas fait sur Legend. non, moi sur Génération Do It Yourself. Avec Martini. Et c'est le PDG, Sébastien Bazin, qui est interviewé et qui dit qu'il s'est séparé de tous les murs d'accord pour les prendre. En gros, c'est un sous-loueur. Lui, il arrive avec le concept accord, décliné en fonction de la zone, hein, du Ibis-Styles, du Marriott, du Mercure, en fonction de la localité. Mais ça lui confère aussi une grande liberté dans la fermeture d'un hôtel, par exemple. Il prend l'exemple d'une ville où ça ne marche plus parce que la ville a muté. Et à contrario, il explique aussi que lui, il fait porter aussi une partie des rénovations aux propriétaires des murs. Parce que voilà. Et il explique que lui, sa force, c'est l'exploitation, mais ce n'est pas la gestion. C'est comme nous. Donc, en plus petit, hein. Vous approchez Non, mais c'est pour ça que j'invite beaucoup à écouter cet épisode-là, parce que je trouve qu'il est très intéressant dans le sens où on parlait d'inspiration, se dire mais comment en fait je peux m'inspirer de ce qui est fait par quand même un groupe qui existe depuis une trentaine, une quarantaine d'années, si c'est pas plus, qui a fait des erreurs, qui est coté au CAC, qui a des problématiques de gestion. Et de se dire, ok, bah ça, eux, ils ont fait ce choix-là, c'est toujours intéressant. Je prends toujours l'exemple de Samy, qui, quand il a acheté son premier appart, m'a dit, mais moi, je me mets là. Je dis, mais attends, il y a plein d'hôtels, tu vas être en concurrence et tout. Enfin, il me dit, ouais, mais les hôtels, eux, ils ont fait les études de marché. S'ils ont construit autant de chambres ici, c'est parce qu'ils savent qu'il y a des clients. Donc moi, je me mets à côté parce que je sais qu'il y aura des clients. Voilà. Et c'est là l'inspiration. Il faut écouter ce qui est fait. En fait, des grosses sociétés, c'est très intéressant. Les grosses sociétés ont accès à des datas que nous on n'a pas. Donc, en suivant ce qu'ils font, on ne devrait pas se tromper. Mais c'est super intéressant. Après, ils ont une gestion un peu différente. Par exemple, les travaux, tu vois, comme ils ont affaire à des pros, ils travaillent en B2B, d'accord. Le gestionnaire de l'immeuble, le propriétaire de l'immeuble a toute conscience que c'est un local commercial et qu'il faut investir pour le maintenir dans un niveau acceptable pour que quelqu'un accepte de payer le loyer. Est-ce qu'en sous-location, vous arrivez à faire porter ce même intérêt aux propriétaires? En conciergerie, vous avez visiblement non. C'est plus compliqué. Nous, on le fait. Donc, est-ce qu'en sous-location, vous arrivez à faire ça?
Ouais, on le fait parce qu'en fait, il y a une partie, quand on récupère un logement, s'il n'est pas beau, nous, si on doit le transformer, faire des travaux à l'intérieur pour le rendre beau, c'est le propriétaire qui en profitera au bout de 5 ans. Puisque dans 5 ans, il sera toujours beau et on va le garder beau et on fera les petits travaux qu'il faut pour que ça reste beau. Donc automatiquement, en fait, on demande une participation qui va être sous la forme soit de loyer gratuit pendant 2 mois, 3 mois en fonction des travaux, soit sous forme même de facture qu'on leur fait, tout simplement. Mais oui, il y a une participation puisque nous, c'est pas du patrimonial, c'est un business et nous, on fait tout ce qui est meuble, c'est nous. Par contre, tout ce qui est travaux, on le fait payer par le propriétaire. Ok. On est super exigeant, mais c'est la seule façon d'y arriver, hein. Sinon, on ne peut pas trouver de rentabilité. On ne peut pas dépenser comme ça à foison. Bah, tu vois, nous, on avait un client qui nous a dit qu'il pouvait mettre jusqu'à 10 000 euros pour un T3 en termes de travaux, d'ameublement. Justement, il a une cible très premium. Tu vois, rien que la literie, quand tu prends un T3, tu as à minima 2 lits et un. Canapé lit. Lui, je crois pas qu'il mettait des convertibles. Il dit, tu mets pas moins de 1 000 euros dans le matelas, quoi. Enfin, Ah oui, c'est ça. c'est les oreillers, c'est 50 euros pièce. Il t'en faut 6 parce que à minima, parce qu'il y en a toujours un qui va. Ça coûterait, ouais, ça va vite. Les couvertures, c'est pareil. Alors, t'es pas obligé de mettre de la plume d'oie, mais si tu prends la couette à 5 euros chez Ikea dans un logement que tu vas louer à 300 euros la nuit, il y a un petit problème, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un gros investissement. Et c'est pour ça, quand j'entends beaucoup de sous-loueurs et même de conciergerie, hein, qui disent bah, moi, je vise du bien premium. Ok, ça, c'est un positionnement, mais derrière, il faut que tout le positionnement il soit Il y a des assumé. frais premium aussi derrière. Il y a les frais premium. Non, mais une conciergerie qui dit moi, je vise des biens premium, je dis ok, qui c'est qui vient faire le ménage? Qui c'est qui vient faire le ménage? Ah ouais, c'est très important. Je vais trouver sur le bon coin quelqu'un. Ah ouais, non. Si c'est un bien premium, il faut un nettoyage premium. Tu pourras pas avoir quelqu'un qui va oublier de nettoyer la VMC. Tu vas pas pouvoir avoir une poussière ça se forme. L'idée, c'est pas tellement de se dire on cherche que des biens premium, parce que ce serait limité, mais c'est de se dire on peut avoir une gamme, c'est-à-dire en fonction de l'emplacement de l'appartement, de la ville où il est, et vraiment de l'emplacement dans la ville, de ses caractéristiques, tu peux le transformer soit en bien standard, soit en bien premium, soit il faut s'adapter, il faut qu'il y ait la clientèle. À Rouen, par exemple, si à Rouen, tu veux avoir un appartement que tu veux louer 600 euros la nuit, le problème c'est qu'il n'y a pas la clientèle. Il y en a, mais tu ne loueras pas toute l'année. Donc, il faut vraiment être en rapport avec ta clientèle. Alors qu'à Disney, tu n'as aucun problème à louer 450 toute l'année un très bel appartement. Parce qu'il y a une recherche de cela. Ouais. Il y a des gens qui ont de l'argent qui viennent à Disney, alors qu'il y en a moins qui ont beaucoup d'argent, qui ont l'idée d'aller à Rouen. Enfin, les gens qui ont de l'argent vont à certains endroits, ceux qui en ont moins vont à d'autres endroits. Oui et non. Parce que j'ai un exemple, le client dont je te parlais, là, clairement, les tarifs à la nuitée qu'il propose, mais parce qu'après, il a aussi, dans sa zone d'activité, noué des partenariats. Je prends un exemple de partenariat qu'il a noué, c'est avec l'Opéra. Il s'est implanté à côté de l'Opéra de sa ville. Il a un logement qui est hyper bien placé. Du coup, quand il y a des superstars qui viennent en représentation à l'opéra les loge dans ces logements. Donc, si tu veux, le tarif est en corrélation avec sa cible. Mais lui, c'est ultra niché aussi, tu vois. Je pense que la différence entre un bien à Disney où tu vas pouvoir aller chercher les clients, ils comptent pas quand ils vont à Disney. Enfin, il y a un moment où c'est un délire d'aller au parc. Ils se disent bon c'est un événement, tu le fais, je le referai pas avant 10 ans, tu vois. Et c'est peut-être plus compliqué dans une ville. Je sais pas moi, je vais prendre. Je connais pas toutes les villes. Rennes, voilà, on va prendre Rennes. Et se dire, je vais claquer 600 euros la nuit à Rennes. Tu vois, c'est peut-être plus compliqué, mais par contre, pour une certaine cible, si tu as réussi à toucher la niche de la niche, parce qu'il y a un truc, c'était à Nantes, je sais pas moi, si tu as l'actionnaire qui descend une fois par mois à côté de la biscuiterie à Nantes, peut-être qu'il va vouloir dormir dans une piole, tu vois, une suite de luxe. Il prendra peut-être la seule comment dire, de la ville. Moi, je me rappelle, moi, je suis de Bordeaux, tu as quelques hôtels de luxe qui sont à Bordeaux, et à la belle époque des Girondins, quand il y avait la Champions League, quand les Girondins
bah, tu avais les hôtels de luxe, tu avais les équipes. Je me rappelle, c'était l'Olympiakos qui était venu. Bah, ils étaient allés, voilà, ils avaient pris le plus bel hôtel, enfin un des plus beaux hôtels de Bordeaux. C'était toute l'équipe. Ils avaient loué 2 étages, quoi. Tu vois, mais là, tu es dans de la niche de niche. C'est, Oui. Ouais. c'est, Oui, Ouais, mais à Rouen, il y a des appartements magnifiques avec des piscines, piscine des intérieure. caves voûtées magnifiques. Je pense qu'ils louent effectivement à des prix élevés, c'est logique. Hein. On ne peut pas penser de louer 60 euros une chose comme ça, c'est super beau. Mais effectivement, après, ça demande aussi. Je pense que quand on arrive à faire ce genre de travaux aussi, c'est pas un sous-loueur qui le fait, c'est un propriétaire. Parce qu'on ne va pas creuser Ouais. une piscine dans une cave voûtée en tant que sous-loueur. On peut imaginer de faire ça les jours où on achètera avec la société un bien, hein, comme on s'est dit, lui c'est les bons, on va investir, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, Puis après, il faut que ce soit en corrélation, comme tu dis, avec le marché. Hein. toujours. J'avais travaillé avec des archis. Ils disaient, mais en fait, nous, on a des clients, on est obligé de mettre le holà sur leur volonté parce que, en fait, À la fin. alors ce serait magnifique, la maison, la villa qu'on développerait pour eux, mais à un moment, elle passerait hors marché. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que la valeur foncière du bien donc, par Ne exemple, dépassera pas un certain niveau. voilà, bah tiens, je vais faire une piste de karting dans le jardin, ça fera pas prendre de valeur au bien. Voilà. Mais c'est le cas pour à peu près tout. Hein. Tu fous un sauna dans un T3 je sais pas moi, du côté à Nantes encore. Tu prends un T3 à Nantes, tu mets un sauna et je sais pas moi, une salle de billard. Tout ça dans 70 mètres carrés, tu vendras pas plus cher. Voilà. C'est à un moment, le marché, il est là. Voilà. Il Oui, n'y c'est Ouais, ça. aura complètement. pas De toute façon, d'acheteur. c'est toujours le marché qui décide. C'est ça. C'est la rencontre de l'offre et de la demande. Donc, tu parlais de réservation en direct parce que pour performer sur les plateformes, donc vous avez mis en avant ce côté ajustement tarifaire, se démarquer. Mais il y a un axe de rentabilité que vous avez été chercher également, c'est la réservation en direct. Aujourd'hui, est-ce que c'est un canal qui est important pour vous Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui la réserve en direct? Je vais. Vas-y, Claudia. Alors oui, dès le départ, nous, on a souhaité mettre en place un site de réserve direct. On l'a fait avec Macom Imo. Bien sûr, c'était très important de commencer à démarquer une indépendance vis-à-vis des OTA dès le départ pour maîtriser la communication, maîtriser nos annonces, notamment par rapport à Booking qui modifie les annonces en mettant en avant des choses complètement inadaptées au logement et aussi avoir une indépendance à cette fameuse pression des 5 étoiles qui parfois voilà, elle est hyper importante en fait. On trouve, le client dit qu'il ne trouve pas la lessive et tout de suite c'est un 4 étoiles qui te pend au-dessus de la tête. C'est compliqué. Donc on voulait avoir une indépendance et puis améliorer quand même notre rentabilité. Parce que clairement, les plateformes prennent une commission, donc c'est pas mal de s'en passer. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a une grosse marge d'amélioration sur les sujets, une très grosse, voilà, on n'est pas très bon. Même on a environ 10% de nos réservations qui sont indirectes. On trouve que c'est déjà pas mal, vu qu'on fait pas grand-chose. Nous, on maîtrise pas les SEO. C'est sans doute un objectif qui va arriver dans les prochaines années. Même dans la prochaine année, c'est quelque chose qui est dans notre plan de charge. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas optimum. Voilà. 10%, c'est déjà pas mal. C'est comme si vous aviez 2 Oui. logements en direct. L'avantage, 10%, moi, c'est ce que je dis, c'est avec des actions minimales. C'est-à-dire, ne serait-ce que la fidélisation dans les logements avec un flyer, C'est ça, une il y a affiche. de ça, en fait. C'est sans aucune action à côté. Nous, ce qu'on dit, c'est entre 10 et 15% que tu peux faire sans vraiment agir très très fort. C'est vrai. Le référencement, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Surtout, vous êtes éclaté dans plusieurs villes. Donc forcément, le référencement, Exactement. il est d'autant plus dur à aller chercher. Quand tu n'as qu'une seule ville, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, de faire référencer ton bien.
ton site parce que sinon, il faut démultiplier les pages pour être présent sur chaque ville où C'est tu es. ça. Et après, vous avez déjà la stratégie d'avoir Clédos et des noms très spécifiques pour les logements. Donc, ça permet aussi aux malins d'aller vous Oui, retrouver. faut être malin. Et après, ça, le site, déjà 10% en étant éclaté par rapport à vos contraintes même propres, je trouve que c'est pas trop mal. Avec des actions simples, je pense que vous pourriez monter entre 15 et 20% de réseau en direct avec des actions relativement simples. Et quand je parle de simple, c'est pas ouvrir un compte Instagram, créer du contenu tous les jours. Ça, pour moi, c'est pas simple. Mais c'est vrai que quand on est dans de la sous-location, moi, c'est ce que je recommande beaucoup à nos clients qui font de la sous-loc. Déjà, c'est indispensable d'avoir son site de réseau en direct puisque tu gères ton propre business. Donc, encore plus qu'un propriétaire, la sous-loc, parce que même si tu fais 10%, mais tu fais 10% sur 20 biens. Donc, tout de suite, c'est un volume qui est important. Et derrière, ça se pilote via votre channel manager Ah oui, pour le directement coup. comme vous gérez les plateformes. Donc, il n'y a pas de supplément de gestion. Non, de gestion de travail, non. Et donc ça, pour moi, c'est essentiel. Tu peux parler de l'indépendance, de choses comme ça. Mais tu peux aller plus loin et c'est ce qui va te permettre d'aller chercher de la rentabilité. Ces 10%-là, c'est de la marge brute. Vous économisez 20% de commission à chaque fois sur tous les logements. Donc, tu as augmenté ta rentabilité nette à la fin de l'année. Et ça, nous, on le voit dès que tu as des logements en sous-location, dès que tu dépasses un certain volume, mais même dès le premier, c'est indispensable d'avoir ta propre marque. Et même dans le cadre de la valorisation de ton actif, c'est-à-dire que si Exactement. demain vous voulez vendre votre boîte, Complètement. d'avoir votre propre canal de distribution, c'est essentiel. C'est de dire, mais moi, en fait, je ne suis pas dépendant à 100% des plateformes. Donc ça, c'est un vrai sujet. On s'en reparlera pour aller chercher ces 5-10 points supplémentaires. Mais je trouve déjà... Pour revenir sur Accor, ils font 70% de la réservation en direct. Chez qui? Accor. Accor, oui. Accor, c'est 70%. C'est parce que Accor a une stratégie qui est très très claire. Et déjà, ils ont une force de frappe qui est très différente aussi de vous, par exemple. Mais Accor va pouvoir communiquer à grande échelle sur vous aimez nos hôtels, il sera moins cher chez nous. Et ça, c'est la promesse qu'ils ont fait dès le début. Tout à fait. Avec Accor. Et nous, c'est la promesse qu'on dit de faire dans le cadre de la fidélisation. La différence entre un sous-loueur et Accor, c'est que Accor, ils vont avoir des budgets marketing énormes pour aller communiquer autour de cette promesse. Vous pouvez, et c'est pour ça que je recommande la fidélisation, c'est que cette promesse, tous les clients qui passent dans vos logements, ils doivent savoir que c'est votre promesse aussi. Ça, c'est une communication à moindre frais. Et puis après, Accor, ils ont, je ne sais plus combien de milliers de chambres à louer. Donc, en gros, ils peuvent se permettre de communiquer très, très largement sur cette promesse-là. Tandis que vous, avec 20 chambres à louer, comment tu vas aller toucher ta cible sur une communication très spécifique pour parler de ta promesse. Donc ça, c'est pour ça que c'est un peu plus complexe en termes de communication. Et même votre communication va pas forcément s'axer là-dessus, contrairement à Accor qui va toujours coupler ça. Et ils ont été en guerre tout de suite avec les OTA. Oui, mais je pense que ils ont aussi une crainte inférieure par rapport aux OTA que nous on peut avoir. Après, eux, en plus, ils travaillent surtout avec Booking. Je ne pense pas qu'il y ait des hôtels Accor sur Airbnb ou alors non. ça doit représenter. T'as une anecdote justement dans l'épisode dont je vous parlais où il disait que le CEO de Airbnb avait demandé à ce que les hôtels Accor sortent de boîte à clés. Le mec il a dit mais attends, non. Tu veux pas que aussi mon personnel aille faire le ménage chez vous? Enfin, donc c'est la différence, c'est la force de frappe. Et je suis même pas sûr qu'Accor ait les mêmes niveaux de commission chez les OTA que. C'est possible. C'est évident. Ça s'appelle l'achat de masse. C'est logique. C'est logique. Plus t'es gros, plus t'as de marge de négociation. Donc ça, mais c'est pour moi que Accor est un exemple très parlant de l'importance d'avoir son propre moteur, son propre canal de distribution pour être tout à fait autonome. Et quand tu parles de 10%, c'est-à-dire que demain, tu as une plateforme qui décide de te pénaliser
de manière unilatérale, un changement d'algo, une mauvaise note qui te déclasse, une suspension de compte, ton site de résa, il va prendre aussi le relais. C'est-à-dire que, en fait, tous tes canaux de distribution, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils se cannibalisent entre eux. Donc, un jour, tu vas avoir une réservation, à prendre Airbnb. Rien ne dit que 2 jours après, tu n'aurais pas fait la même réservation sur Booking. Simplement, elle a d'abord été prise sur Airbnb. Donc, en fait, ils se cannibalisent entre eux. Ce qui fait que quand il y en a un qui disparaît, admettons, tu fais 30, tu fais 40, 40, 20, 40 Booking, 40 Airbnb et 20% en direct. Demain, tu as 40% d'Airbnb qui disparaissent. Tu ne vas pas perdre 40% de chiffre d'affaires. Tu vas en perdre, mais tu vas peut-être perdre que 25%. Oui, c'est logique. Parce que les autres, en fait, vont avoir plus de place pour évoluer. Et c'est pour ça aussi, moi, que je recommande, par exemple, c'est en projet pour la rentrée, on va essayer d'avoir d'autres plateformes qui sont un peu moins utilisées, notamment Abritel, pour comprendre qu'est-ce qu'ils font et pourquoi on n'y va pas, tu vois. Ça, c'est aussi de dire, parce que nous, on va y aller. Le but, nous, c'est d'être vraiment multiplateforme. Hein. De toute façon, c'est pas se limiter à Booking, Airbnb et notre site. Quand tu as un channel manager, c'est dommage. En fait, ça coûte pas beaucoup plus cher d'aller. Enfin, ça te coûte pas plus cher. Je veux dire, ça coûte pas plus cher. Tu as un petit temps d'investissement pour aller paramétrer les outils, mais après, une fois que tu pilotes tout depuis ton channel manager, c'est dommage, je trouve, de pas aller. Aller chercher de nouvelles plateformes. La seule différence avec un site de résa, c'est que tu as un investissement initial à faire, contrairement à une plateforme qui va être gratuite. Là où tu vas t'y retrouver, c'est que ton site de résa, en fait, sur le long terme, tu es gagnant parce que tu ne payes qu'une fois. Bien sûr. Tu ne payes qu'à l'achat. Enfin, après, tu as un peu d'entretien, c'est comme tout, mais c'est la même chose que quand tu es propriétaire et locataire d'un bien. Quand tu es locataire, tous les mois tu payes ton loyer. Quand tu es propriétaire, tu l'amortis après une fois qu'il est à toi. Bon, ton site de résa, c'est un peu comme si tu devenais propriétaire de ton canal de distribution et sur les OTA, tu es locataire du canal de distribution et donc ils prennent un loyer. Voilà comment on pourrait résumer ça. Mais ce que tu dis est totalement vrai. T'as vu ça ? Non, mais c'est pas ça. Pour nous, c'est une frustration. Pour nous, c'est une frustration parce que comme on n'a pas la compétence SEO et qu'on n'a pas vraiment le temps non plus, c'est ça. on est frustré de ne pas pouvoir le développer parce qu'on a l'outil. On a l'outil qui existe. On a 2 sites, un site pour les propriétaires, un site pour faire de la réservation directe, et on n'arrive pas à le développer parce qu'on n'a pas la compétence. Donc, après, c'est là où il faut trouver le bon partenaire. Bon, on est là pour ça, hein, on sait, c'est pour ça qu'on est là. Mais c'est pour ça, tu vois, par exemple, que je recommande pas forcément parce que le site de réservation, c'est un canal de vente, tu vois. Et donc, du coup, il faut mettre en place des actions pour faire venir les gens. Et le site, lui, il va les convertir. Donc, le plus gros problème, une fois que tu as mis en place ton site, c'est de faire venir des gens dessus. Et beaucoup me disent, je vais me mettre sur Instagram. Oui, mais pour être sur Instagram, c'est beaucoup de travail. Travail que tu payes 20% chez Airbnb et chez Booking, tu vois. En fait, est-ce que tu as le temps de faire tout ça ? Est-ce que tu as les moyens de le déléguer, par exemple ? Non plus. Ça aussi, tu vois. Donc, un site de réservation, c'est trouver c'est quand il est bien travaillé dès le début. Après, tu as quelques actions au cours de sa vie à mettre en place, mais globalement, il va travailler en partie tout seul pour toi avec des actions assez simples, notamment la fidélisation. Par contre, si tu veux le faire surperformer, nous, on a des clients, passer au-delà de 15, il va falloir mettre en place quelques actions. On a des clients qui montent jusqu'à 40-50% de résa en direct. Là, c'est génial, ça. Ah ouais, mais là, tu as un community manager pour gérer ton Instagram, ou soit c'est toi le community manager, hein, mais est-ce que ta force, elle réside dans la création du contenu ou dans la gestion de ta boîte ? Tu vois, c'est toujours la question de la délégation, ou c'est comme les conciergeries où le chef d'entreprise va faire les ménages. Est-ce que il n'y aurait pas plus de valeur ajoutée à aller optimiser les prix de chaque logement et de trouver du personnel de ménage ? C'est toujours ça. Donc, c'est toujours step by step. Hein. C'est des choses qu'au début, on essaye de faire soi-même parce que forcément, il y a des notions de coûts qu'il faut maîtriser. On ne peut pas tout de suite tout déléguer. Mais au bout d'un moment, il y a un point où on se dit là, stop. Déjà, mes compétences ne sont plus adaptées, ne sont plus en ligne avec les attentes. Et on ne peut pas être compétent sur tout. Moi, je suis totalement favorable à la formation. Je me forme tout le temps.
Mais je peux pas me former surtout dans ces cas. Je ferai une formation de comptabilité et de tous les restes. Faut savoir trouver le moment où on bascule et on dit bah, stop, je délègue. Et voilà. On a oublié d'en parler, on l'a rapidement évoqué, mais vous avez reçu un prix pour vos logements. Tu vois, je saute du coq à l'âne pour vos logements. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire ce que c'était ce prix? Luc, tu m'en avais parlé. Je vais laisser Claudia raconter en fait. Vas-y, je te laisse raconter ça, c'est plus c'est alors, amusant. c'est le LCD Awards. C'était la première édition en France de LCD Awards. C'est organisé par les membres de Scale France. C'est un salon qui a lieu tous les ans. En mois de novembre. Voilà, les Scale. Donc, nous, on connaissait déjà les Scale parce qu'on a visité les Scale en Italie. On a fait les Scale France, on est inscrit et du coup, ils ont lancé les LCD Awards France et on a décidé de postuler avec plusieurs appartements. Et il y avait plusieurs catégories. Il y avait City Trip, il y avait logement de luxe, il y avait pet friendly, il y avait différentes catégories. Et nous, on a postulé avec 5 ou 6, je crois, tous dans la catégorie City Trip, parce que c'est là où on se situe pour nos logements. Et on a été, moi personnellement, très surpris. On est arrivé en finale, en fait. On était en finale avec 4 ou 6, voilà, je me souviens plus, 6 autres logements qui étaient un peu partout en France, dont certains vraiment beaux. Quand même, il y en avait un, je m'en souviens, vraiment très beau. Il te plaisait celui-là te plaisait. Bah oui. Du coup, on est allé à la soirée comme ça. Enfin, pour moi, c'était déjà bien d'être finaliste. Et puis, en fait, ils ont dit, les gagnants, des winners, et c'était Cleidos. Donc, c'était marrant parce que c'est donc un logement qui est à Pont-de-Mer. Pour le coup, c'est un studio à Pont-de-Mer en Normandie. Et c'est surtout le deuxième qu'on a fait. En fait, c'est une sous-location également. Et ça fait partie d'un immeuble où on a 4 appartements sous location. Et c'était un des premiers qu'on a fait. Il s'appelle Pénélope. Ok. Donc, voilà. C'est un appartement qui a un esprit très féminin, très shabby chic. On leur a voulu donner cette ambiance. C'est très très féminin, d'où Pénélope. Le nom Pénélope, ça nous avait plu. Et pour moi, c'était une bonne surprise. Je m'y attendais pas. Personnellement, Luc disait que oui. Moi, je m'y attendais pas. C'était bien. C'est bien de gagner un prix. Félicitations. Et du coup, après ce prix, c'est quoi les perspectives pour Cleidos, vos projets là, très rapidement pour les mois et années à venir? Tu y vas ou j'y vais? Vas-y. Non, vas-y. Donc en fait, nous, la première idée, c'est de continuer sur la même lancée, c'est de continuer à trouver des biens. Maintenant, on sait exactement ce qu'on veut, ce qu'on cherche, ce qu'on va mettre dedans. Donc on sait vraiment ce qu'on souhaite. La deuxième parc de combien? J'ai pas de limite. L'important, c'est l'appartement qui nous plaît, on le prend. S'il nous plaît pas, on le prend pas. Mais on peut en gérer 40, 50, 100, 150. C'est pas tellement de soucis. Il suffira de mettre en face des équipes qu'il faut. Mais il n'y a pas de limite en fait. La limite, c'est peut-être la limite d'âge. Tu vois, la limite. Vraiment, je me dirais, je peux plus quoi. Mais mais toi, tu as le temps. Mais toi, tu as largement le temps. Et donc, il y a ça. Ensuite, les projets d'évolution. Alors, ce qui est très amusant, c'est que quand on a reçu le prix, 3 mois avant, à peu près, avec Claudia, on parlait justement de développer une activité un peu parallèle par rapport à Cleidos, mais l'intégrer à la société, qui était en fait de venir aider des propriétaires, des investisseurs à performer en LCD. Donc, on avait conscience que ce qu'on faisait était pas mal, puisque nous, en fait, on a accès à des données de tous nos concurrents pour savoir combien ils vendent, ce qu'ils font comme chiffre d'affaires, et de voir qu'on était vraiment bien. Nous, on a un appartement à Rouen qui est le deuxième appartement le plus loué de Rouen, dans sa catégorie. Donc, c'est assez. On allait à Pont-de-Mer, on a les 4 meilleurs. Pourtant, il y en a pas mal, mais on a les 4 meilleurs. Enfin, le but, nous, c'est vraiment
d'essayer de performer au maximum avec chaque appartement. Donc on s'est dit, si on arrive à le faire pour nous, pourquoi pas essayer de le proposer aux autres. Et en fait, c'est Claudia qui, elle, avait suivi une formation en Italie. On fait beaucoup de formations à l'étranger. On écoute beaucoup de gens à l'étranger pour avoir une vision très internationale de ce qu'est le Airbnb, enfin, la location courte durée, comme on dit en France. Donc, et par rapport à ça, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une activité qui pouvait plaire, c'était le homestaging touristique, d'accord? Et ça, on l'ajoute en fait dans ce qu'on propose à nos clients, mais enfin, Claudia pourra mieux en parler que moi parce que c'est vraiment son domaine. C'est pas du tout de la décoration, c'est pas que de la décoration, c'est toute une panoplie de services qu'on propose. C'est une vraie vision, un peu comme un décorateur d'intérieur, mais spécialisé Beaucoup plus dans l'activité touristique finalement. Un marketing d'intérieur. Marketing d'intérieur dédié à la location courte durée pour performer. Ça, Claudia en parle mieux que moi, je pense. Vas-y. Oui, en fait, c'est homestaging touristique, c'est un outil de marketing qui prend en compte comme on le fait nous pour nos appartements, donc une étude de marketing sur les territoires. Donc on peut accompagner, comme on le fait pour nous, on peut accompagner des propriétaires à le faire pour lui. En fait, c'est même pas un accompagnement, c'est le faire pour lui, une étude sur tout ce qui est le marketing du territoire pour voir quelle est la cible, quels sont les avantages de cette zone, de cette région. Et puis, en fait, c'est un peu une vision au 360 degrés. C'est comme un drone qui arrive du haut, il voit la région, et puis il voit la ville, et puis il voit les quartiers. Et on commence de là à faire du homestaging touristique. Ce n'est pas que mettre des coussins et un papier peint et se dire oh c'est beau, ma copine m'a dit que c'est beau. Non, c'est vraiment déjà donc avoir une vision globale de la région et de l'appartement, du bien, et ensuite adapter la décoration à la cible qu'on veut avoir. Et quand je dis décoration, c'est vraiment l'aménagement. Donc, si c'est une cible business, on adaptera d'une certaine façon. Si c'est une cible famille, on sera d'une autre façon, sans jamais perdre de vue le fait qu'il s'agit de la location courte durée. Donc, il y a des choses, des erreurs qu'il ne faut pas faire, parce que ça peut coûter cher en termes de notes, en termes de ménage, en termes de contraintes qu'on se met tout seul. Et qu'on s'est dit, purée, si j'avais su, j'aurais pas mis 10 000 tiroirs qui prennent la poussière. C'est vraiment des petits exemples, mais c'est très important parce qu'une fois qu'on a installé des meubles qui ne sont pas adaptés, ben, c'est pas comme ça qu'on change à chaque fois, tous les 6 mois, un aménagement. Donc, c'est vraiment c'est un outil marketing et qui ne s'arrête pas à l'appartement, qui continue avec les services, donc voir qu'est-ce qu'on peut rajouter comme service à l'appartement, pas forcément en termes de upsell, si possible, pourquoi pas, si la mise en place est faisable, pourquoi pas, mais ne serait-ce que proposer, voilà, ces restaurants, cette activité, on monte à cheval, on va jouer au tennis, voilà, toute une série de services, de revue de l'annonce. Comment on décrit l'annonce, comment on fait l'annonce, on la rédige. On a ciblé les clients, il faut rédiger l'annonce en fonction de ses clients. Pas juste en parlant de l'appartement qui a 2 chambres et un canapé lit. C'est bien ça, mais il n'y a pas que ça comme importance. Pardon. C'est bon. C'était un peu fort. Oui, j'entendais un écho. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très très global et qui peut même commencer encore en amont avec un accompagnement au propriétaire qui ne sait pas où acheter et quoi. Donc c'est très très, c'est un lifting, un botox global du logement LCD. Ok, bah c'est un accompagnement total, global sur études de marché, et après tu adaptes, travailles le positionnement et tout. Ouais. Attention, c'est pas une formation, c'est vraiment un accompagnement. On ne vend pas du tout de formation. On n'a pas cet objectif d'ailleurs. Ok. Bon, si les gens veulent vous contacter pour ce genre de service, ils vous écrivent où?
Alors, contact @kleidos KLEIDOS-bnb.com. Ouais. Nous avons, en plus du site de réservation, nous avons un site des présentations. Donc là, le domaine va changer. Actuellement, avec kleidos-conciergerie.fr, et il va changer en kleidos.fr, mais je pense qu'une redirection va être faite. Donc, vous pouvez aller sur les deux. Pour l'instant, nous sommes en train de créer les pages pour créer ces services. Donc, on crée les pages. Donc, ce site a été fait avec Macomimo. Donc, Maxime, on va créer les pages. Après, on te demandera de jeter un œil qu'il n'y ait pas de bêtises, de fait. S'il te plaît. Voilà, donc effectivement, vous nous trouvez sur Instagram aussi, Kleidos. Et on est assez mauvais aussi sur les réseaux sociaux, donc autre axe d'amélioration très important. Il y a toujours, on est très mauvais. Il y a toujours des axes d'amélioration. Faut se focaliser aussi. Des fois, moi je me dis, il faut savoir se focaliser. Définir sur quoi on va travailler, mais ne pas oublier aussi là où on est bon, parce que sinon on déprime constamment. Hein. Oui. Il y a toujours des trucs où on n'est pas bon. Hein. Et oui, non, mais tu as totalement raison. Et puis des fois, revenir sur quelque chose où on est bon, ça nous rassure et ça nous permet d'être remotivé à nouveau. Parce qu'il y a, c'est le SEO, moi je comprends pas, je veux pas essayer de comprendre. Instagram, je peux pas, c'est une question de génération peut-être. Mais bon, je travaille avec quelqu'un de beaucoup plus jeune. Alors là, non. Non, mais je crois que même ma fille va pas sur TikTok pour te dire que. Ouais. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir partagé avec autant de franchise et de clarté votre parcours, ce que vous faites. Moi, j'ai appris plein de choses. C'est vrai qu'on a l'occasion de travailler ensemble. On vous a accompagné déjà, mais pas au quotidien non plus. On était là au début et de voir en 2 ans ce que vous avez fait. Moi, je trouve que c'est super intéressant, c'est très inspirant. J'espère que les gens qui ont écouté l'épisode pourront trouver aussi une source d'inspiration, parce que je fais juste une parenthèse sur la sous-location. On a beaucoup de personnes qui nous vendent ça comme la formule miracle, comme la solution à tous les problèmes. J'ai trouvé votre approche de présentation très intéressante, dans le sens où vous avez présenté le concept, mais dans sa réalisation et non pas dans la formule miracle. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant à écouter, et peut-être que ça en inspirera à s'intéresser à ce modèle-là. Moi, ce que je retiens, c'est que pour aller sur ce modèle-là, il faut avoir un positionnement fort, avoir une cible très clairement définie, bien étudier son marché en fonction, pour pouvoir vraiment être le plus efficace possible. C'est pour ça que j'aime bien parler un peu de sous-loc, parce que c'est là où le marketing doit être pensé vraiment, parce que c'est un vrai business. Merci Claudia, merci Luc, merci Maxime. Et puis et bonjour à Samy. Ça, on lui transmet. De toute façon, c'est lui qui va écouter pour monter l'épisode. Ouais. Donc, le pauvre, on n'a pas dit de mal de lui, c'est parfait. Oui, c'est ce que sinon on aurait eu des problèmes. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi l'épisode. Pensez à vous abonner, et si vous ne voulez rien rater des épisodes qui sortent, rendez-vous sur notre site le-triplex.com. Abonnez-vous à la newsletter. Vous recevez chaque semaine un mail avec l'épisode qui vient de sortir. Et quand on arrive à vous négocier un bon plan auprès des partenaires qui interviennent dans les épisodes, vous pouvez retrouver tous les éléments, que ce soit le code promo, que ce soit le lien pour aller sur l'offre spéciale qu'on vous a négociée. Vous recevez tout par mail. Vous avez en général un mail par semaine, des fois 2, on aime bien vous écrire, et vous recevez tout, vous êtes au courant de tout. Donc c'est sur le-triplex.com. Vous retrouverez directement le lien pour vous inscrire à la newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Luc, merci Claudia, à très vite. Merci Maxime, au revoir. Au revoir.